Bonjour à tous, je suis Clara Lamache du cabinet Hector Advisory et bienvenue sur le podcast Entreprise Curieuse qui illustre concrètement la curiosité en entreprise. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de parler avec Sidonie Tagliante, directrice marketing, communication et RSE chez Naturalia. Entrée dans l'entreprise en 2005, elle y a gravi tous les échelons jusqu'à intégrer le comité de direction. Elle est à l'origine d'une communication volontairement audacieuse et engagée, tout en structurant la stratégie RSE dans l'enseigne. Sous sa direction, Naturalia devient la première enseigne de distribution alimentaire française certifiée Bicorp. Bonjour Philonie. Bonjour. Comme on a l'habitude de démarrer ce podcast avec cette question, je vais vous la poser également. C'est quand on parle de curiosité en entreprise, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Alors, quand on parle de curiosité en entreprise, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est le savoir-être. Je crois que c'est l'une des qualités que je recherche le plus au moment des recrutements. Parce que pour moi, en fait, la curiosité, elle ouvre plein de perspectives pour l'entreprise. Et la première chose, c'est qu'en communication, on a tendance à imaginer qu'il faut être créatif. Or, finalement, pour moi, il faut être curieux. C'est ce qui va nourrir la créativité. Et la créativité, c'est comment je peux déconstruire un sujet pour le reconstruire d'une façon différente. Et ça ne passe que par la curiosité. Merci beaucoup. Et comment cette curiosité, elle se matérialise au sein de Naturalia ? Alors elle se matérialise, je pense, de plein de façons différentes. Moi, ça va faire à peu près 20 ans que je travaille chez Naturalia et j'ai encore l'impression de découvrir beaucoup de sujets. D'abord parce qu'en fait, on travaille dans un marché, un type d'agriculture qui est très foisonnant en termes de métiers, de façon de faire. Donc on découvre typiquement récemment, on parle beaucoup d'agriculture et de régénération, ce qui n'était pas forcément un sujet qu'on évoquait et pour autant on a des partenaires qui travaillent sur ces sujets-là depuis très longtemps. Donc ça peut passer à la fois par notre métier, donc l'agriculture biologique, mais aussi par les sujets qu'on veut adresser. Parce qu'on a la chance, moi je suis assez contente de me lever tous les matins en me disant que je travaille pour une entreprise où j'ai pas besoin de vouloir chercher à créer beaucoup de communication. En réalité, je dois presque devoir choisir entre des sujets parce qu'il y en a beaucoup. Et du coup, c'est un peu l'effet de société. C'est un peu, on parle de protection périodique. Il y a un sujet sur le cahier des charges des protections périodiques, l'utilisation de pesticides ou non dans le coton, la composition des ingrédients ou pas. On va parler d'alimentation, on va se poser la question de pourquoi finalement en conventionnel on peut mettre des sulfites pour augmenter la conservation des fruits secs alors qu'en bio on s'y interdit parce qu'on sait que c'est pas forcément toujours très bon pour la santé. Donc en fait, on est vraiment sur à la fois des sujets qui sont inhérents au métier et à la fois des sujets de société qui font qu'on peut accompagner finalement les évolutions en se disant mais en fait au prisme de ce qu'on achète dans un magasin et de ce qu'on consomme tous les jours, qu'est-ce qu'on adresse comme problématique sociétale et comment on la traite. Justement, vous abordez ces sujets sociétaux. Naturalia, c'est une marque spécialisée et engagée. Quels sont pour vous les grands enjeux aujourd'hui de ce secteur de la distribution sur votre marché en matière RSE ? Alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'on est avant tout des commerçants. Et être un commerçant engagé, ou un commerçant qui va proposer des produits bio et donc forcément derrière soutenir une filière, il y a tout un enjeu à comment je mets le curseur entre le commerce, et donc c'est-à-dire la relation avec les gens, l'expérience qu'ils ont quand ils viennent dans un magasin quasiment 2-3 fois par semaine où c'est quelque chose de relativement intime d'aller faire ses courses finalement. Et puis l'aspérité un peu engagée, presque militante à certains moments, de se dire comment on arrive à faire fonctionner les deux ensemble. Parce que par expérience depuis 20 ans, on peut être vite porté de façon assez utopique par des engagements. On en oublie le fait que la relation client, elle est très courte, elle est très émotionnelle, elle doit être un peu plus simple. Et du coup, comment on arrive à convaincre des gens qui n'ont pas fait votre travail intellectuel de 20 ans de se dire « oh là là, c'est vraiment ce métier-là qu'il faut soutenir ». D'une certaine façon, comment on les accompagne de façon très simpliste en disant
Nous, on sait qu'en vrai, il faudrait mieux consommer pour des questions d'écologie et de changement climatique et de bien-être, que ce soit le bien-être animal ou voire le bien-être des producteurs et des gens. La réalité, c'est que quelqu'un qui vient faire ses courses de prime abord, sa première question, c'est qu'est-ce que je mange ce soir? Est-ce que c'est bon pour mes enfants? Est-ce que c'est pas trop cher? Et comment, en fait, j'arrive à le convaincre sur ses items à lui de s'engager pour mes items à moi? Et ça, c'est toute une subtilité parce que derrière, en fait, c'est de cette façon-là qu'on arrive, à mon sens, à convaincre en fait des gens de s'intéresser assez facilement à des sujets qui finalement sont porteurs de sens, sans leur demander en fait de lâcher leur libre arbitre ou de prendre des engagements qui leur paraissent en fait insurmontables. Et donc, comment on l'accompagne de façon positive? Ça passe par l'expérience magasin. Donc, il faut réenchanter le magasin pour dire en fait, et donc c'est un enjeu de commerce de proximité, mais de distribution spécialisée bio en particulier. Comment j'arrive à en faire une expérience qui est plutôt sympathique et qui donne envie de revenir? Comment j'arrive à sortir un peu des a priori j'ai cassé mon PEL pour manger bio ou finalement manger des graines, c'était bon pour la santé, mais c'est pas très bon. En fait, comment j'arrive en fait à faire tomber un peu ces écueils en quelque sorte. Et puis derrière, comment je fais de la pédagogie pour que ça reste dans le temps. Parce que en fait, quelqu'un qui aura goûté une pâte à tartiner, une confiture ou une aubergine très très bonne aura la facilité de la racheter derrière, tout simplement pour une question de c'était bon et j'y crois, et en plus c'est bon pour ma santé. Et je me rends compte qu'en fait c'est un produit qui est plutôt bon pour l'environnement. Et donc, qu'est-ce que je vais lui raconter une fois qu'il a fait le premier step de j'ai goûté cette aubergine et finalement j'ai découvert que le mode de production a impliqué ceci, a amélioré cela, et donc ça m'engage encore plus à vouloir dévoter, voire à faire autour de moi un peu de sensibilisation auprès de mes proches parce que j'y crois vraiment. Voilà. C'est super intéressant, merci beaucoup. Donc là, on voit bien tout le travail qui est fait autour du consommateur et de comment finalement on lui fait passer des messages à travers lui, sa consommation, son alimentation, etc. Mais il y a un autre enjeu aussi qu'on voit de plus en plus, c'est quand même l'aspect plus réglementaire, plus conformité. Comment ça vous impacte, vous, au sein de Naturalia, et comment on peut anticiper les risques qu'il peut y avoir avec ces nouvelles réglementations aujourd'hui? Non, je pense que tout à l'heure, je parlais de commerce. Il y a un point derrière qui, donc, j'atterrissais un peu sur ce sujet-là, c'est une fois qu'on fait de la pédagogie, forcément, alors de façon totalement curieuse, on se préoccupe de ce qui va se passer demain. Ce qui est assez étonnant, c'est que pendant longtemps, on se préoccupait de ce qui allait se passer demain à titre engagé, on va dire. Alors quand je dis on, c'est pas forcément Naturalia, c'est la communauté en général. C'est-à-dire en fait, ça serait meilleur pour la planète. En réalité, une chose serait plutôt meilleure pour les êtres vivants, parce que la planète, elle limite, elle suit voir toute seule, avec ses fers. Et s'il n'y a plus d'êtres vivants, elle continuera son cycle comme il faut. Donc en fait, il y a toute cette réflexion de se dire, en fait, la pédagogie et donc la curiosité va aller creuser des points qui sont demain, c'est quoi le challenge? Et en gros, comment je l'écris dès aujourd'hui. Et c'est là où on va rentrer dans des sujets qui sont effectivement d'anticipation ou des sujets de conformité. On peut faire du management de la conformité, c'est-à-dire qu'on attend la réglementation et on dit la réglementation m'impose tel sujet, comment je m'assure d'être dans les clous. Et enfin, pour toute entreprise, de toute façon, ça fait partie des garde-fous où il va falloir regarder un peu la conformité. Ce qui est assez intéressant, c'est que si on a la curiosité de se dire c'est quoi le challenge demain? Et c'est pas qu'un challenge de qu'est-ce que je vais vendre à mon consommateur, mais c'est comment je vais pérenniser finalement mon entreprise. On peut imaginer que les entreprises demain, elles vont être impactées par des sujets potentiellement de consommateurs et d'image, en se disant en fait est-ce que du coup je suis alignée avec le sens que les consommateurs attendent, mais elles peuvent être aussi très facilement impactées par des sujets business. Et pendant longtemps, quand je disais de façon utopique, on adressait les sujets de façon engagée, en fait on ne tenait pas compte de l'impact business qu'on pouvait avoir. Si on se dit que, par exemple, le maraîcher bio de l'Europe, c'est l'Espagne, et qu'on prend un temps d'arrêt, qu'on regarde ce qui se passe en Espagne sur les productions en général et les sécheresses, on doit avoir une réflexion de se dire, en fait, ça reste le pays qui fournit le plus en fait, de fruits et légumes en Europe, si je ne dis pas de bêtises,
Et donc, comment, quand j'ai des partenaires européens qui sont très impliqués dans ce domaine-là et qui connaissent plutôt bien la lecture biologique, quelle réflexion je dois avoir moi en tant que distributeur sur demain, est-ce que mon business va être complètement impacté par le changement climatique parce qu'il y aura trop de sécheresse et donc il n'y aura plus de bassin de production, ou en tout cas le bassin de production va souffrir régulièrement à un moment donné. Je parle de l'Espagne, mais en réalité on peut le faire très rapidement, on peut penser aux Pyrénées ou en Occitanie où on peut avoir le même type de problématique et où il faut changer les cultures, ou en tout cas il faut adapter les cultures. Et donc ça force à se dire, au-delà de la conformité d'aujourd'hui, il faut que j'imagine en fait l'éthique de demain. Et donc, si on se dit, tout à l'heure je parlais de régénération, si on se dit le territoire du sud-ouest souffre énormément de sécheresse, et ou du moins il va en connaître de plus en plus, que les alternatives, c'est soit je change de culture, en fait on transforme et on fait plus ce qu'on faisait avant et on passe sur un nouveau type de culture, soit en fait j'ai essayé de réfléchir sur l'adaptation, parce que souvent on pense décarbonation, atténuation, donc là on est dans l'innovation, on pense à demain, en exploitant le changement climatique il est aujourd'hui. Le point c'est de se dire, en termes d'agriculture, qu'est-ce que je peux faire en adaptation? Et du coup, vouloir faire du bio, je ne connais pas le sol, et de la régénération, je vais revenir en soin en fait du vivant qui est autour, que ce soit à la fois dans le sol, dans la biodiversité, et donc globalement le cycle de l'eau et tout ce qui va en fait impacter l'écosystème agricole de l'endroit. Ça peut être une réflexion pour des productions agricoles de se dire comment, d'une certaine façon, je vais essayer de travailler mes exploitations pour qu'elles soient plus résilientes. Et donc, à partir de ce moment-là, je sors un peu de la conformité, je suis un peu en anticipation. Je suis plutôt sur l'éthique, c'est-à-dire que c'est quoi le bon sens et là où je veux aller. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais commencer finalement en tant qu'entreprise à écrire des règles qui sont mes propres règles, qui me protègent demain d'un point de vue modèle d'affaires, et qui protège également l'écosystème et les gens qui y travaillent. Et demain, ça rentrera peut-être dans la conformité. Et l'avantage, c'est que en tant qu'entreprise, j'aurais peut-être anticipé, et donc demain, la conformité sera finalement un peu la règle pour moi. J'aurais pas forcément besoin de m'adapter demain parce que j'ai réfléchi. Et ça, il y a plein de filières agricoles où on peut discuter et où on a ces problématiques-là et ces enjeux. Et si je reprends justement cette notion de... On écrit aujourd'hui des règles qui vont permettre d'anticiper finalement ce qui peut se passer demain et donc avoir cette capacité stratégique de réfléchir, de s'assurer qu'on va vers la bonne cible. Justement, comment on arrive à passer de ces objectifs stratégiques à des actions très opérationnelles au sein donc d'une marque qui possède plus de 220 magasins aujourd'hui. C'est une très bonne question. Alors, il y a plusieurs étapes à ça. La première chose, c'est de bien comprendre en fait son périmètre. Donc, tout à l'heure, je parlais d'Europe. En réalité, par exemple, l'offre chez Naturalia, elle est à 93% de nos partenaires sont des fournisseurs et des entreprises françaises. On a énormément de filières où on a choisi d'être sur du 100% Région de France. Je prends les œufs, je prends les salades, je vais prendre les produits carnés, le lait frais, ce type de produits, sur le blé français pour le pain, le sujet. Donc déjà, en fait, on s'impose un peu des règles. Donc ça, c'est un exemple sur Partie France, mais on s'impose des règles qui fait qu'en fait, le maillage, on va dire, le périmètre est assez cadré pour pouvoir dire je sais avec quel type d'entreprise je travaille. Et donc je vais aller regarder le premier step, c'est généralement je suis un peu accompagnée. On va aller regarder c'est quoi nos enjeux en se disant si je dois analyser finalement le 20-80, les enjeux de demain, c'est quoi la priorité? Est-ce que c'est tel type de produit? Est-ce que c'est les fruits et légumes? Est-ce que c'est plutôt global alimentaire? Est-ce que c'est du non alimentaire? En gros, je vais faire un peu mes choix pour essayer de construire un peu mes sujets. Et puis, derrière, nous, une fois qu'on a identifié un peu nos enjeux, généralement, ce qu'on fait, c'est que on l'adresse dans la partie RSE de l'entreprise. La RSE est rattachée à la communication et elle est rattachée finalement de façon assez alignée, simplement parce qu'en fait, on se rend compte que la stratégie, la responsabilité sociétale des entreprises, elle est forcément concomitante à la stratégie de marque de l'entreprise. L'une et l'autre se répondent assez effectivement en se disant, quand je pose des engagements,
c'est ce qui va nourrir la marque. Quand ma marque décide d'aller quelque part, il va bien falloir que les engagements suivent. Donc, à un moment donné, on marche un peu ensemble. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on a rattaché la RSE en fait au marketing, le vrai point, c'est comment je travaille avec les autres. Et donc, typiquement, chez Naturalia, il n'y a pas de collaborateur dédié à 100% à la RSE, simplement parce que justement, c'est pas un sujet supplémentaire. C'est un sujet inhérent à quasiment tous les métiers. Donc, nous, on s'est dit, on a un capitaine dans l'avion, c'est le market, qui va dire à un moment donné, voilà les certifications qu'on doit suivre, la conformité qu'on doit suivre, la charte au niveau des achats, comment on veut la faire évoluer, le label B Corp, comment il nous a impacté et qu'est-ce qu'il nous dit d'intéressant d'aller ouvrir comme un nouveau sujet, ce genre de sujet-là. Une fois qu'on a fait un peu ce tri-là, donc on a fait le point sur nos bases 2080, ce qu'on doit adresser, on a un guide fil ou du moins un capitaine dans l'avion qui dit voilà les trios. Et ensuite, en fait, on a une équipe sans qui ça peut pas marcher. Et donc, on le construit à travers d'un comité RSE qui est chez Naturalia composé d'à peu près une dizaine de personnes issues de tous les services. Ça va du réseau en passant par les achats, la RH, la technique sur la partie magasin, du coup le marketing. Et tous ces métiers, en fait, vont se rencontrer une fois par mois autour d'une feuille de route qui est très opérationnelle. En disant, en fait, cette année, on a un sujet, c'est, par exemple, l'année dernière, sur les achats, c'était on ne rajoute pas de nitrite dans les charcuteries à la marque Naturalia, mais pour autant, on a des marques nationales, et notamment de la charcuterie italienne, qui était assez compliquée sur certaines références, qui ont des nitrites. Et comment ce parti pris qu'on a pour la marque Naturalia, on s'aligne sur toutes les marques nationales. Donc, par exemple, dans les items à traiter, il y avait, à un moment donné, on veut absolument passer toutes les marques en sans nitrite. Soit le partenaire retravaille ses recettes, ce qui arrive. On a des partenaires qui disent, OK, moi je suis prêt à faire le job, je fais le changement, vous m'accompagnez, et en fait, d'une certaine façon, j'ai un débouché. Soit, à un moment donné, on dit au partenaire, on arrête tel produit, et en face, on mettra plutôt un produit équivalent ou une autre recette pour, à un moment donné, répondre en fait à la problématique de l'engagement. Et ça, on peut le faire sur plein de sujets différents. On l'a fait sur nos techniques en disant, on a un parc de frigo qui était vieillissant il y a 3-4 ans, où il y avait beaucoup de frigos sans porte, qui étaient plutôt assez consommateurs. On avait une problématique d'éclairage où on a tout relampé en LED. On s'est rendu compte au moment de l'inflation qu'on était très content d'avoir fait ce job-là en anticipation, mais pas en conformité, parce que finalement, on n'a pas eu des pics de facture d'énergie, parce qu'on avait aussi en fait fait des choix qui étaient plus intéressants d'un point de vue économie énergétique. Et puis on peut faire la même chose sur la partie anti-gaspi. Par exemple, c'est un point qu'on adresse quasiment tous les ans où on essaie de cranter les points. On sait qu'on peut avoir un taux de perte et donc de gaspillage alimentaire lié en fait au métier et au fait qu'on a des produits frais importants. Tous les ans, on va cranter le taux de revalorisation, et donc le taux de revalorisation, ça va être une part des produits qui sont revendus à travers l'application Gone to Each-Do, ou la part des produits qui vont passer, par exemple, sur le don alimentaire chez des associations. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont monitorées, pilotées au travers des comités RSE. Chaque sujet a un sponsor qui, en fait, ce sponsor est souvent le métier. Et donc le métier prend toute la cohérence du fait que finalement, on ne vient pas de lui adresser en disant tiens, on va faire un peu de RSE. Non, en fait, c'est chez toi. Et en fait, c'est chez toi, tu le sais pas, mais c'est relativement un sujet, de fierté. Parce que un collaborateur, par exemple, sur le technique, pendant, je pense, les 2 ans qui ont suivi, elle était très fière de me dire on a baissé la consommation de temps sur le bilan carbone ou sur l'énergie, parce qu'on a fait cet effort-là au niveau du technique, alors qu'on aurait pu penser qu'entre un métier technique d'archi et un métier d'acheteur, la marge de manœuvre était peut-être plus facile côté achat, alors que finalement, technique a réussi à avancer sur ces sujets aussi. Donc, c'est le fait de le faire collectivement, de se forcer à avoir en fait des enjeux chiffrés. Et ces enjeux, généralement, on les partage aux différents magasins en disant voilà, on fait le bilan de RSE, voilà où est-ce qu'on était l'année dernière, et voilà ce qu'on nous propose comme objectif cette année.
et on se donne rendez-vous dans 1 an et on vous dira si on a atteint l'objectif, quoi. Donc on n'atteint pas forcément tous les objectifs bien, mais par contre ça nous engage à dire en fait on a dit ça, donc c'est ça qu'on doit travailler cette année. Ok. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on parlait du sujet de le maraîcher bio d'Espagne, typiquement. Mais évidemment, vous avez mentionné le fait qu'on le trouvait également en France. C'est sans problème. Et on parlait également donc des choix que vous devez faire en fait aujourd'hui pour demain, sans avoir forcément des certitudes sur le demain. Aujourd'hui, c'est quoi pour vous les grands enjeux justement de demain et comment vous voyez ces changements climatiques dont on parlait notamment pour ce maraîcher bio, par exemple, sur à la fois votre bassin de producteurs, sur votre business model, sur le plan financier, évidemment, derrière. Ouais. Alors, à titre perso, mais à titre pro, parce que ça va faire 20 ans que je travaille chez Naturia, moi, ma vision des choses, elle est sur la partie vraiment accompagnement, du moins transformation par rapport au changement climatique. Il y a un point qui est assez évident, c'est que je suis animatrice de la fresque du climat. Et quand vous faites la fresque du climat, vous savez que, en tout cas sur la partie carbone, 25% de l'impact est lié à l'agriculture. L'agriculture, c'est un sujet qui peut être assez complexe, parce que c'est un sujet très humain, c'est un sujet qui n'a pas toujours les moyens, c'est un sujet qui est très différent en termes de pratique, en fonction à la fois des typologies de culture que vous avez, mais aussi en termes de taille d'exploitation. En vrai, c'est souvent un sujet qui crispe pas beaucoup. Donc c'est un sujet qui n'est pas forcément évident, et en plus la phrase, en gros, si on se dit on a un sujet de décarbonation ou un sujet d'adaptation, la phase de décarbonation de l'agriculture, elle n'est pas toujours évidente, parce qu'elle demanderait effectivement une transformation très importante d'un modèle qui est quand même très développé, qui est globalement conçu. L'enjeu, en tout cas, quand on est côté bio, on se dit, nous, on est né, la bio, elle a commencé à avoir des prémices dans les années 20. Naturia est né en 73. On a des partenaires, on a des collègues concurrents qui sont nés quelques années avant, d'autres qui sont nés, qui sont beaucoup plus nombreux et qui sont nés quelques années après. Bref, tout ça pour dire qu'à un moment donné, en fait, il y a eu une mouvance dans les années 20. Et c'est pas anodin que ce soit les années 20. On sortait des premières grandes guerres. On a une sorte de réveil en se disant on veut cultiver autrement. Parce que l'agriculture, au début du XXe siècle, elle faisait sens en termes de productivisme, elle était hyper intéressante. Je sortais des grandes guerres, j'avais besoin de relancer un peu la machine. Il fallait nourrir les gens en quantité, et il fallait nourrir les gens pas cher. Donc, on peut avoir un regard relativement critique sur les choses. La réalité, c'est qu'au moment où on a développé l'agriculture de façon plutôt intensive, ça faisait sens pour plein de sujets. Et on n'avait pas forcément le recul de dire quel impact ça aurait. Les bios sont arrivés à un moment donné, on dit voilà, ok, mais en vrai, quelque part sur certaines filières, on commence à voir que d'un point de vue sanitaire, c'est problématique pour les producteurs. D'un point de vue écosystème, c'est plutôt polluant, c'est pas très bon. D'un point de vue sens, c'est plus du tout les recettes artisanales que je pouvais faire, que mes parents faisaient ou quoi que ce soit, donc je veux remettre du sens dans tout ça. Et surtout, je ne veux pas polluer et je ne veux pas créer de problématiques de santé. Donc ça, c'est la phase d'après, donc c'est au moment où, entre 1920 et maintenant, où toute cette agriculture se dit ok, il y avait une agriculture qui devait nourrir vite, bien, de façon importante, pas chère. Nous, on veut juste nourrir de façon qualitative, un peu à l'ancienne, en se disant on préserve un peu ce qu'on a autour de soi, on préserve les êtres humains et on préserve en fait les écosystèmes. Et aujourd'hui, ma vision à moi, elle est de dire en fait, quand on nous dit que 25% en fait du carbone, c'est plutôt l'agriculture, et qu'on ne sait pas comment la décarboner de façon assez rapide et pas chère et qui a dit tout le monde, on peut imaginer quels sont les modèles agricoles qui finalement, naturellement en exploitation, vont venir en fait rentrer dans des stratégies d'adaptation. Dire en fait, je cherche pas forcément à les charbonner, mais je vais chercher en fait à avoir un système agricole qui est plus résilient et donc qui va régénérer.
Et donc, qui va être un sol qui tient mieux, c'est un sol qui est moins sensible aux inondations. Un sol qui tient mieux, c'est un sol qui est moins sensible aux sécheresses. Un sol qui tient mieux, c'est un sol qui conserve le carbone en tant que puits de carbone. C'est un sol qui, quelque part, sera plus vivant, donc on peut imaginer plus nutritif pour ce qui pousse dessus, parce qu'en fait, on a quand même une dégradation des sols qui fait qu'en plus, au fur et à mesure, la qualité des aliments peut poser question. Et donc, tout ça, ça passe par des systèmes d'agroécologie et de réflexion qui peuvent être intégrés, alors avec une étoile du Nord qui est plutôt la nôtre en se disant l'étoile du Nord, c'est bio plus régénératif. Là où, en fait, il y a plein de parties de l'agroécologie qui peuvent être au fur et à mesure intégrées dans les modèles agricoles, l'intello-DH, ou le plan végétal, je méthanise sur place, je fais plein de sujets qui en fait viennent nourrir et construire petit à petit un modèle qui est plus durable. Ma réflexion à moi, c'est que quand on travaille dans l'alimentation, le sujet c'est comment je nourris les gens de façon qualitative et en santé, tout en préservant en fait les territoires que j'ai, parce qu'à un moment donné, je n'ai que ça et il faut que j'arrête en fait de dégrader ce qu'il y a autour. Donc il y a toujours ces deux enjeux du début, c'est je suis un commerçant, il faut que je simplifie les choses pour quelqu'un qui cherche quelque chose de très quotidien et de très intime. Et en même temps, il faut que je sois quand même capable de le faire de façon assez intelligente pour ne pas abîmer et que mon capital en fait santé et mon capital même économie d'entreprise continue en fait à être quelque chose de résilient. Et donc toute la réflexion sera, à mon sens, sur comment on avance de plus en plus sur des systèmes d'agroécologie pour pouvoir en fait redynamiser un peu cette agriculture et redynamiser les territoires. Merci beaucoup. Peut-être avant de terminer le podcast, j'aurais une dernière question. Est-ce que vous auriez des suggestions d'une personne que vous aimeriez écouter, en tout cas, sur ce podcast également? J'ai réfléchi. Non, je reste sur le sujet qu'on avait déjà évoqué. Moi, j'ai une sorte de sensibilité un peu bizarre pour la forêt en général. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. L'environnement extérieur, c'est quelque chose qui me touche énormément. Vous pouvez me mettre devant les pires films, des thrillers, des machins très durs. Ça me touche pas. Vous me mettez dans un documentaire alimentaire ou un documentaire sur les forêts, je suis capable de pleurer tout de suite. C'est bizarre. En gros, je trouve que on parlait d'adaptation, en fait, il y a un modèle lié à l'environnement qui se sont fait tout seuls et qui n'ont pas besoin de nous, mais en tout cas, il y a un modèle qui est particulièrement intelligent, c'est la forêt. Parce que la forêt, en fait, à un moment donné, elle se construit de façon très symbiotique entre le vivant, que ce soit à la fois le végétal et l'animal. Elle se régénère aussi. On voit beaucoup, en fait, de sujets où elle peut être détruite à un moment donné et quand on lui redonne de l'espace, elle reprend la place et en fait, elle reprend la place en intégrant toujours ce côté à la fois animal et végétal. Et elle participe à un équilibre qui est dingue autour. Donc, j'ai pas forcément de personnalité que j'aurais assisté. Je sais qu'il y a un monsieur qui m'a beaucoup touchée à travers un film, un monsieur qui s'appelle Francis Allais, qui est un botaniste, qui pas mal bourlingué en fait dans ce domaine-là, et qui parle très bien de cette capacité que la forêt a en fait à se construire, se reconstruire indépendamment de l'homme et de quoi que ce soit, et de tout ce qu'elle a comme bon sens sur les stratégies d'adaptation. Et je pense qu'on cherche souvent des solutions qui n'existent pas en termes d'innovation. On se concentre peut-être pas assez sur des choses qui existent, qui ont fait leurs preuves, et qui en termes d'adaptation mériteraient qu'elles soient de plus en plus protégées, pour qu'en fait, à un moment donné, des choses qui marchent et qui ont toujours marché tout seuls, en fait, on les laisse se développer pour justement réduire tous les impacts négatifs qu'on peut avoir. Votre argumentation m'a totalement convaincue. Hâte d'entendre Francis Allais, un film qui s'appelle Il était une forêt, je crois que c'est un film de Luc Jacquet. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.